Bonjour, notre invité aujourd'hui a 39 ans et il est depuis 2012 député socialiste de la Côte d'Or. Il y a tout juste un an, il avait été missionné par le gouvernement pour apaiser le conflit entre les VTC et les taxis, une mission qui a donné lieu à une proposition de loi adoptée en fin d'année dernière. Bonjour Laurent Grandguillaume. Bonjour. Hier, Uber, la principale plateforme de VTC en France, a annoncé qu'elle allait faire, je cite, un effort considérable en direction des chauffeurs de VTC. Est-ce que vous considérez cela comme une victoire ? Écoutez, Uber a l'habitude de faire beaucoup de communication. Après, la question, c'est quels seront les actes. Pour moi, des décisions considérables, ça serait d'abord de baisser le taux de commission, qui avait été augmenté, et ce qui a provoqué d'ailleurs les manifestations de chauffeurs VTC, et puis en même temps de pratiquer une politique des prix qui correspondent à un juste prix et qui correspondent à un travail qui soit bien rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, faire des courses à 4 €, franchement, c'est impossible de pouvoir être rentable pour un chauffeur en prenant en compte la location du véhicule, l'essence, l'assurance professionnelle. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'appellerais des décisions considérables. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont accorder. On ne sait pas. Voilà. Après, ils font beaucoup de communication. Ils ont souvent imposé leur état de fait à l'état de droit. Voilà. C'est leur stratégie, on va dire. D'ailleurs, elle est internationale. Maintenant, on attend des actes. Comment vous expliquez que le conflit qui au départ était entre les taxis et les compagnies de VTC et les chauffeurs soit devenu entre les chauffeurs et leur employeur, Uber et les autres plateformes? Alors, Uber, d'abord, n'est pas leur employeur, puisqu'en fait, l'essentiel sont des travailleurs indépendants, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs qui travaillent avec une plateforme Uber. Pourquoi il y a eu cette tension et il y a cette tension? C'est parce qu'en fait, il y a un phénomène de paupérisation des chauffeurs dans leur ensemble, qu'ils soient d'ailleurs taxis comme VTC, pour différentes raisons, mais en particulier le fait que Uber s'installe petit à petit en situation de monopole et donc casse les prix, en fin de compte, pour capter le maximum de consommateurs, et donc en cela écrasant, en fin de compte, la concurrence. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et puis après, il y a un deuxième élément qui est important. Vous savez, dans le dialogue social, on a le dialogue social institutionnel qui est prévu par les lois, et dans ces plateformes, il n'y en a quasiment pas. Et puis, il y a le dialogue social informel dans une entreprise. Vous avez la relation entre les salariés et le manager, par exemple. Oui. Ça n'existe pas dans ces nouvelles formes d'emploi. Il n'y a pas de dialogue chez Uber. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai dit il y a 6 mois à Uber, vous devez engager le dialogue avec les chauffeurs, ils ont refusé ce dialogue en disant « nous, on ne discute pas avec le syndicat, par exemple, UNSA », qui est un syndicat réformiste. Et donc, ils veulent choisir leurs interlocuteurs. D'où le fait que les chauffeurs se sont exprimés dans l'espace public, en fin de compte, en manifestant, et donc avec les tensions que l'on connaît. Est-ce que le problème qui est cristallisé autour d'Uber, il concerne uniquement Uber, ou est-ce que ses concurrents ne font pas les mêmes choses, pratiquent les mêmes prix et ont aussi peu de dialogue social? Alors, vous avez des petites start-up françaises comme Marcel Cab, par exemple, qui engagent un dialogue avec leurs chauffeurs, qui mettent en place des groupes de travail, donc pour pouvoir dialoguer sur les questions de déconnexion, par exemple, ou sur d'autres sujets qui concernent directement les chauffeurs, et pratiquent des commissions beaucoup plus faibles. Mais le problème, c'est que pour que ces start-up puissent continuer d'exister, se développer, encore faut-il qu'il y ait un minimum de règles qui leur permettent aussi d'être sur un pied d'égalité. Vous avez parlé de la paupérisation, et ce modèle-là d'entrepreneurs qui sont travailleurs des plateformes, ils ne sont pas salariés, ils sont travailleurs d'une plateforme qui décide à quel moment ils travaillent ou pas, il n'est pas propre à Uber, il n'est pas propre au VTC, on le voit aussi arriver chez les coursiers, on le voit de plus en plus. Il y a un développement de nouvelles formes d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui les politiques savent y répondre ? Écoutez, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans cette campagne présidentielle. Parce qu'il y a parle de la fin du travail. Oui, alors la fin du travail, moi je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a une automatisation qui peut conduire justement à supprimer certaines tâches répétitives et souvent d'ailleurs dans le travail non qualifié. Pour autant, la substitution, elle ne se fait pas sur les emplois globalement. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. D'ailleurs, il faut pour cela s'intéresser à l'étude qui vient d'être menée par le Conseil d'orientation pour l'emploi, qui chiffre un certain nombre d'éléments très intéressants. Donc vous allez avoir une destruction d'emplois et une création d'emplois par ailleurs. La question, c'est quel va être l'équilibre et comment on assure les transitions professionnelles, comment on fait, en fait, pour accompagner les personnes vers ces nouveaux emplois. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il y a la question de la montée dans notre société, de la quête d'autonomie, c'est-à-dire de plus en plus de personnes veulent pouvoir porter leurs projets, et la quête de sens. Il y a des gens qui ne vont pas dans le salariat parce que c'est un choix. C'est un choix, ils préféraient être indépendants, à condition quand même qu'ils ne perdent pas tout. Alors ça pose la question, justement, c'est ce que je travaille avec la Fondation Travailler Autrement, qui est une fondation qui réfléchit sur ces sujets, où en fait on réfléchit avec d'ailleurs des syndicalistes, des entrepreneurs, des personnes qui viennent de différents horizons, pour dire il faut que l'on trouve le juste équilibre entre la liberté pour
pour les personnes, l'autonomie, et la protection, justement, pour les personnes. Et comment, en fin de compte, on trouve cet équilibre entre les deux? Et comment on fait évoluer notre modèle social, justement, parce qu'il faut faire évoluer notre modèle social pour prendre en compte ces nouvelles réalités. C'est cela aussi, je crois, qu'il faut arriver à prendre en compte. Et puis, il y a un troisième point qui est très important. On mélange un peu tout. Alors, le travail, l'emploi. Le travail, c'est une activité humaine. L'emploi, c'est une relation contractuelle, en fin de compte. Et dans cela, dans les réalités, il y a un phénomène dont on ne parle pas suffisamment. Ce sont les slashers, c'est-à-dire le cumul d'activités. Les gens qui font à la fois parfois une activité salariée à mi-temps et puis qui sont en même temps freelance. C'est ça, exactement, qui cumulent plusieurs activités. Et eux, ils sont en dehors, donc ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas d'instance pour les représenter. En tout cas, on ne les prend pas suffisamment en compte, on ne prend pas suffisamment en compte cette réalité. Et d'ailleurs, les entreprises devraient plus s'y intéresser parce que c'est quand même un danger pour l'entreprise que de voir un salarié qui va trouver du sens quelque part ailleurs, si dans le même temps, il ne trouve plus de sens dans son entreprise. Donc c'est comment on accompagne ces parcours, parce qu'il ne faut pas les empêcher, au contraire. Mais en même temps, il va falloir que les entreprises se posent ces questions-là parce que c'est aussi leur avenir, en quelque sorte, qui est en jeu, dans le sens où elles ont des compétences clés dans ces entreprises qu'il faut aussi protéger. Et puis enfin, un sujet qui est très important, c'est la question des travailleurs indépendants, économiquement dépendants, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur des plateformes et qui travaillent avec une seule plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont travailleurs indépendants, mais en même temps, ils travaillent à 100% pour une même plateforme. On revient à Uber, et on est typiquement dans ce cas-là. Il y a eu un moment où les plateformes empêchaient, sans forcément le dire, les travailleurs de travailler avec plusieurs plateformes. Ouais. Je voudrais revenir à la politique. On reste dans le sujet du travail. Vous étiez engagé à la primaire socialiste en faveur de Manuel Valls. Benoît Hamon, qui a remporté la primaire, qui sera le candidat socialiste, lui, il croit à la différence de vous, il croit à la fin du travail. Il a même basé sa campagne sur la fin du travail et le revenu universel. Est-ce que vous allez vous engager avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre lecture de ce sujet-là? Moi, vous savez, je suis quelqu'un de loyal au sens où, d'abord, j'ai effectivement défendu la candidature de Manuel Valls. Les citoyens ont tranché par cette primaire. C'est Benoît Hamon qui a été élu. Donc moi je reste membre du Parti socialiste et j'accepte bien sûr ce choix, puisque c'est un choix démocratique. Après, par contre, je ne peux pas défendre des choses dans lesquelles je ne crois pas. Donc dans ce cas, soit il y a des évolutions, en fin de compte, sur la manière de voir les choses, soit on est associé à l'élaboration des propositions, et moi je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Mais s'il n'y a rien qui change, et si on dit c'est la fin du travail, bon, moi je me mettrai plus en retrait, en fin de compte, voilà, parce que je ne peux pas défendre des idées dans lesquelles je ne crois pas. Et puis je suis en désaccord avec certains points aussi défendus par Emmanuel Macron, en particulier sur la prise en compte des conséquences sociales de l'ubérisation. Il n'en parle pas. Lui, il pense que c'est l'ubérisation heureuse. C'est ça, et moi je pense qu'il y a une fin justement du mythe de l'ubérisation heureuse, c'est-à-dire que les nouvelles formes d'emploi peuvent libérer, en fin de compte, bien sûr, les personnes et leur apporter du sens et de l'autonomie, mais si on ne prend pas en compte la question des protections, et si on ne prend pas en compte l'équilibre entre la liberté et la protection, eh bien alors on aura de plus en plus de difficultés et des tensions dans la société. Et je crois que justement l'État doit se réformer, le modèle social doit se réformer pour prendre en compte les nouvelles réalités de l'emploi. Merci beaucoup Laurent Grandguillaume. Merci.